La clé glissa dans la serrure avec un déclic familier. Mais le silence qui nous accueillit était totalement anormal. D'habitude, j'aurais dû être accueilli par le bourdonnement sourd du réfrigérateur ou le doux tic-tac de l'horloge dans l'entrée. Aujourd'hui, il n'y avait rien. Juste un silence de mort, creux, qui semblait avaler tous les sons. L'air à l'intérieur paraissait étrangement froid. Même pour un après-midi d'octobre près d'Angers. Je poussai la porte. Ma fille Chloé me suivant de près, traînant sa petite valise. Maman? On a laissé une fenêtre ouverte? Demanda-t-elle. Sa voix fluette dans le silence caverneux. J'entrai dans le salon et mon souffle se coupa. Ce n'était pas seulement silencieux. C'était vide. Le canapé où nous avions passé d'innombrables soirées à regarder des films avait disparu. La table basse, couverte des livres d'école de Chloé il y a 2 jours à peine, s'était volatilisée. Les murs étaient d'un blanc cru et nu, marqués seulement par de vagues rectangles de poussière là où nos photos de famille étaient accrochées. Mon cœur se mit à battre à un rythme frénétique et lourd contre mes côtes. Qu'est-ce qui se passe? Murmura Chloé en s'agrippant à l'arrière de mon manteau. Où sont toutes nos affaires? Je ne pouvais pas répondre. Je marchais. Hébété. De pièce en pièce. La cuisine était entièrement vide, pas de grille-pain. Pas de machine à café. Pas même un seul aimant sur le frigo. Les chambres. C'était pareil. Lit. Commode. Lampe, tout avait disparu. C'était comme si nous n'avions jamais vécu ici. Comme si toute notre vie avait été effacée. Une terreur lente et insidieuse, froide et tranchante comme la glace, commença à se répandre dans mes veines. Ce n'était pas un cambriolage. Les cambrioleurs prennent les objets de valeur. Ils ne prennent pas l'ours en peluche usé de votre enfant ou la tasse à café ébréchée que vous utilisez chaque matin depuis 10 ans. Papa? Appela Chloé. Sa voix tremblante maintenant. Papa? Tu es là? Pas de réponse. Je cherchais mon téléphone. Mes doigts maladroits et tremblants. Pas de réseau. Bien sûr. On était dans cette zone blanche bizarre à la périphérie du quartier. Alors que je me retournais vers la porte d'entrée, prévoyant d'utiliser le système d'appel d'urgence de la voiture, mon regard fut attiré par quelque chose. Une simple feuille de papier blanc, soigneusement scotchée au centre de la porte. L'écriture était saccadée, rageuse, si fortement appuyée sur le papier qu'elle ressemblait à une cicatrice. Je vais ruiner vos vies. Chloé lut par-dessus mon épaule et laissa échapper un petit hoquet. Maman. Qui a écrit ça? Je fixai les 5 mots. Et un visage apparut dans mon esprit. Un visage gentil. Un visage doux. Le visage d'un homme qui n'avait jamais haussé la voix en 15 ans de mariage. C'était impossible. Mais au fond de moi, une certitude sombre et terrifiante commença à éclore. Je savais exactement qui avait écrit cela. Pour comprendre comment un homme comme mon mari, David, pouvait faire quelque chose d'aussi monstrueux, il faut remonter au début. À une époque où je pensais savoir exactement ce que je voulais. Nous nous sommes rencontrés sur un site de rencontre, quand j'avais la vingtaine. Dans un océan de profils d'hommes exhibant leurs muscles dans des miroirs de salles de sport ou posant sur des bateaux, la photo de David se démarquait. Il se tenait dans un parc, portant un simple polo, offrant à l'objectif un sourire un peu maladroit mais sincère. Il avait l'air sûr, fiable. Après une série de rendez-vous décevants avec des hommes qui n'étaient que poudre aux yeux, c'était exactement ce que je cherchais. Notre premier rendez-vous n'a pas été un feu d'artifice. La conversation était un peu guindée, mais sa sincérité était évidente. Il était gérant d'un Carrefour City local.
Il parlait de son travail avec une fierté tranquille, de son désir d'économiser pour un apport pour une maison, de vouloir une famille un jour. Il n'essayait pas de m'impressionner avec des histoires flamboyantes ou des dîners coûteux. Il était juste. David. Un homme bon et solide. Je me souviens avoir pensé, je pourrais construire une vie avec quelqu'un comme ça. Une vie paisible. Une vie calme. Alors, quand il m'a demandé en mariage quelques mois plus tard, j'ai dit oui. Il n'avait ni bague de luxe ni discours spectaculaire. Il a juste pris ma main un soir alors que nous regardions la télévision et a dit, « Je ne suis pas un homme passionnant. Sophie. Mais je te promets que je passerai toute ma vie à te rendre heureuse. » J'ai pleuré. Et à ce moment-là, j'ai cru que c'était des larmes de pure joie. Je croyais sincèrement que je pouvais être heureuse. Et pendant un temps, je l'ai été. David a tenu sa parole. Il a travaillé dur, obtenant régulièrement des promotions. Nous avons acheté un pavillon modeste mais confortable dans un quartier tranquille. Je suis devenue mère au foyer après la naissance de Chloé. Et le salaire de David était plus que suffisant pour nous faire vivre. Notre vie était l'image du contentement provincial. Je prenais des cafés avec d'autres mères pendant la journée. Nous dînions en famille tous les soirs. Et le week-end, nous allions au parc ou manger une glace. De l'extérieur, nous étions la famille parfaite. Mais une graine d'insatisfaction avait été plantée dans mon cœur. Et au fil des ans, elle a commencé à germer. Cela a commencé par de petites choses. David m'apportait parfois de petits cadeaux. Une crème pour les mains bon marché qu'il avait vue en promotion au supermarché. Ou une boîte de chocolat de la pharmacie. Je souriais et disais, « Merci, chérie. » Mais à l'intérieur, une partie de moi soupirait. Ce n'était pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était les choses que je voyais sur les feeds Instagram de mes amis. Les sacs à main de créateurs. Les brunchs chics. Les voyages en Italie. Plus je comparais, plus ma propre vie me semblait fade et terne. Dis-je un soir, en essayant de paraître désinvolte. Et si on faisait un petit voyage? Peut-être dans un bel hôtel-château dans la Loire pour le week-end? David leva les yeux de la feuille de calcul budgétaire sur laquelle il travaillait. L'air peiné. Je suis désolée, Sophie. On doit vraiment se concentrer sur l'épargne en ce moment. Pour les études de Chloé. Pour l'avenir. Il était toujours si prudent. Si raisonnable. Si ennuyeux. Tu es si sérieux tout le temps. Le taquinais-je. Mais la blague avait un goût amer dans ma bouche. Il se contentait de sourire de son doux sourire. Mais même ce sourire commençait à me paraître fastidieux. Avec lui, j'avais l'impression de vieillir avant l'heure. Le monde, qui m'avait semblé autrefois plein de couleurs et de possibilités, s'estompait lentement vers le gris. Ce n'était pas la faute de David. C'était un homme bon. Il était exactement l'homme qu'il avait promis d'être. Le problème, c'était moi. Une agitation grandissait en moi. Une voix lancinante qui murmurait, « C'est tout ce qu'il y a? N'y a-t-il rien de plus dans la vie ?» Cette agitation m'a finalement poussé à prendre une décision. « Tu sais, annonçai-je un soir au dîner, je pense que je vais chercher un travail. » David parut surpris. « Tu n'as pas à faire ça. On s'en sort bien. » « Je veux le faire. » insistai-je, prenant mon air le plus sérieux. « Je veux aider avec les finances. J'ai vu que la station-service sur l'autoroute embauche pour l'équipe de nuit. Le salaire est étonnamment bon. » Un large sourire reconnaissant s'étala sur son visage. « Ouah, Sophie. C'est
Vraiment attentionné de ta part. Mais ne t'épuise pas. D'accord? Je l'ai assuré que non. Il pensait que j'étais une épouse dévouée et serviable. La vérité, c'est que je voulais juste m'échapper. Je voulais une raison de quitter la maison. D'échapper au calme étouffant de notre petite vie parfaite. Je voulais un monde qui n'appartiendrait qu'à moi. Même si ce n'était que pour quelques heures sous les néons d'une station-service solitaire. Ce choix, ce simple mensonge, m'a semblé être une bouffée d'air frais. Je n'avais aucune idée que c'était la première rafale d'un ouragan qui finirait par détruire mon monde entier. Vous êtes embauché. Vous pouvez commencer la semaine prochaine. Les mots du gérant de la station-service furent un doux soulagement. Un mois plus tard, ma formation terminée, je travaillais de nuit. Comme je l'avais espéré. C'était un monde étrange et silencieux. Les heures entre minuit et l'aube étaient peuplées de camionneurs, d'ouvriers de la 3e équipe et de quelques âmes agitées qui ne trouvaient pas le sommeil. Salut la belle. On brûle la chandelle par les deux bouts? La voix trancha le bip monotone de la caisse enregistreuse. Les portes automatiques s'ouvrirent et un homme coiffé d'une casquette de camionneur entra. Il devint un habitué. Au début, il n'était qu'un client parmi d'autres. Mais ses plaisanteries faciles et séductrices étaient une pause bienvenue dans le silence. Il était différent de David en tout point. Là où David était calme, il était bruyant. Là où David était prudent, il était audacieux. Il s'appelait Marc. Encore vous? Disais-je. Un sourire aux lèvres en scannant son café et ses cigarettes. Tu me connais. Faut bien que je vienne voir ma caissière préférée. Répondait-il avec un clin d'œil. Ça rend les longues nuits sur la route un peu plus lumineuses. Vous êtes un baratineur. Non. Je suis sérieux. Tu as l'air beaucoup trop jeune et jolie pour être coincé dans un endroit comme ça toute la nuit. Ton mari ne te manque pas? La question resta en suspens. Je ne sais pas. Dis-je. Ma voix plus douce que prévu. Il doit être profondément endormi. Il ne vit que pour son travail. Un type bien. Fiable. Marc s'appuya sur le comptoir. Ses yeux pétillants. Mais je vais te dire un secret. Parfois, un type bien est le type le plus ennuyeux du monde. Il venait de prononcer la pensée exacte qui tournait dans mon esprit depuis des années. C'était comme s'il pouvait voir à travers moi. Jusqu'au cœur insatisfait de mon âme. Une étrange connexion naquit entre nous dans ce magasin stérile et vivement éclairé. Quelques nuits plus tard, alors qu'il payait, il baissa la voix. Dis. On peut parler une minute après ça? Dehors? Mon cœur rata un battement. L'équipe de nuit était composée de 2 personnes. Pendant ma pause, je dis à ma collègue que j'avais besoin de prendre l'air. Je trouvai le camion de Marc garé dans le coin sombre et éloigné du parking. Il m'ouvrit la portière passager et je montai à l'intérieur. La cabine était étonnamment propre et sentait vaguement le café et le désodorisant au pain. Mon cœur battait la chamade. Nerveuse? Demanda-t-il. Sa voix un grondement sourd dans la cabine silencieuse. Un peu. Admis-je. Ne le sois pas. On ne fait que parler. Il sourit. Mais ses yeux étaient intenses. Quoique. Je comprends. Être assis ici comme ça. Ça fait battre le cœur. N'est-ce pas? Avant que je puisse répondre. Sa main recouvrit la mienne là où elle reposait sur la console centrale. Son contact était chaud et ferme. C'était dangereux. C'était excitant. C'était tout ce que ma vie avec David n'était pas. Et à ce moment-là, je savais que je n'allais pas retirer ma main. Cette nuit marqua un tournant. Une ligne avait été franchie.
Et il n'y avait pas de retour en arrière possible. La culpabilité initiale fut une pilule amère, mais elle fut rapidement balayée par une vague d'adrénaline. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante. Ma vie n'était plus un paysage plat et prévisible. Elle avait maintenant un secret, une profondeur cachée, une facette dangereuse qui faisait battre mon cœur. Ma liaison avec Marc devint une routine. Un SMS, on se voit ce soir? Devenait le point culminant de ma journée. Nous nous retrouvions dans son camion, ou parfois dans un motel bon marché juste à la sortie de l'autoroute. C'était sordide et excitant à la fois. Quand je rentrais à la maison, David m'attendait. Une assiette de nourriture gardée au chaud dans le four. Longue nuit? Demandait-il. Ses yeux pleins de sympathie. Oui. Très chargé. Mentais-je? Ma peau encore frémissante du contact de Marc. La facilité avec laquelle les mensonges sortaient de ma bouche était effrayante. Eh bien? Tu te débrouilles très bien? Sophie. Je suis fière de toi. Ces éloges, autrefois source de réconfort, ressemblaient maintenant à une douleur sourde. Il était fier d'une femme qui n'existait pas. La culpabilité était toujours là. Un bourdonnement sous la surface. Mais elle était étouffée par l'excitation. Je menais une double vie. Et je devenais douée à ce jeu. Plus je m'en sortais, plus je devenais audacieuse. L'excitation procurée par Marc ne suffisait plus à satisfaire la faim qu'il avait réveillée en moi. Pendant les heures calmes de mon service, j'ai commencé à parcourir les réseaux sociaux, créant un profil anonyme. Il était étonnamment facile de trouver des hommes qui cherchaient la même chose que moi, une distraction sans attache. Salut. Tu as un sourire magnifique. Tu travailles tard? Ça doit être solitaire. Les messages affluaient. Au début, j'appréciais simplement l'attention, la validation que j'étais encore désirable. Mais une nuit, un homme qui vivait dans une ville voisine a suggéré que nous prenions un verre après mon service. C'était un commercial, suave et confiant. Il m'a emmené dans un bar sur un toit avec vue sur les lumières de la ville. Je parie que ton mari ne t'emmène jamais dans un endroit comme ça, dit-il en faisant glisser un cocktail vers moi sur la table. Non, dis-je en prenant une gorgée. Ce n'est pas son genre. Une belle femme comme toi mérite de voir de belles choses, murmura-t-il, sa main trouvant la mienne. Cette nuit-là, j'ai trompé mon mari et mon amant. La culpabilité n'était plus qu'un murmure. Elle avait été remplacée par un sentiment de pouvoir. Je pouvais avoir tout ce que je voulais. Ma vie avec David n'était qu'une scène, une toile de fond confortable pour le vrai drame que je mettais en scène moi-même. Mon mariage n'était plus une source de contentement, mais une couverture pratique. Puis, tout a changé. J'ai eu un retard de règles. Puis un autre. Les 2 lignes bleues sur le test de grossesse ressemblaient moins à un miracle qu'à une complication. Une terreur glaciale m'envahit alors que je me tenais dans la salle de bain. Le bâtonnet en plastique tremblant dans ma main. Mon esprit s'emballa, calculant les dates, essayant de me souvenir des rencontres. Il pouvait être de David. Ou de Marc. Ou même du commercial dont je ne connaissais même pas le nom de famille. L'incertitude était un nœud de glace dans mon estomac. Pendant un instant, j'ai paniqué. Mais ensuite, une logique froide et claire a pris le dessus. David voulait une famille plus que tout. C'était ma carte de sortie de prison. Je lui dirais que le bébé était de lui. Il ne le remettrait jamais. Jamais en question. Il était trop confiant. Trop simple. Ce soir-là, j'ai posé le test positif sur la table du dîner, à côté de son assiette.
Il le fixa un long moment. Les sourcils froncés par la confusion. Puis ses yeux s'écarquillèrent. Et il me regarda. Son expression un mélange d'incrédulité et de joie pure. Sans mélange. Sophie. Tu es. Nous allons. J'ai juste hoché la tête, réussissant à produire quelques larmes pour faire bonne mesure. Il se précipita autour de la table et me souleva dans ses bras, enfouissant son visage dans mon cou. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Nous allons être une famille. Une vraie famille. Merci. C'est le plus beau jour de ma vie. » Il était si sincère, si complètement submergé de bonheur, que j'ai presque ressenti une pointe de pitié pour lui. C'était un imbécile. Un imbécile heureux et confiant. Alors qu'il me tenait, bavardant avec excitation sur les prénoms de bébé et sur la transformation de la chambre d'amis en nurserie, je souris contre son épaule. La vie, pensais-je avec un sourire narquois, est un jeu. Les malins gagnent, et les naïfs perdent. Et j'étais déterminée à gagner. Quelques mois plus tard, Chloé est née. C'était une magnifique petite fille. Et David fut instantanément conquis. Il pleura en la tenant pour la première fois. Elle est parfaite, souffla-t-il en caressant sa petite joue de son doigt. Notre fille. Les premières années de maternité furent un tourbillon incessant de couches, de nuits blanches et de rendez-vous chez le médecin. Ma vie secrète fut mise en pause. J'étais trop épuisée pour même penser à rencontrer d'autres hommes. David était un père formidable. Il s'occupait des biberons de nuit, changeait plus que sa part de couches, et ne s'est jamais plaint une seule fois. Il nous comblait, Chloé et moi, travaillant encore plus dur pour s'assurer que nous ne manquions de rien. Mais à mesure que Chloé passait de bambine à enfant, et que notre vie retrouvait une routine prévisible, la vieille agitation revint. L'ennui revint en force. Mais cette fois-ci, il était aigri par un ressentiment amer. Je regardais David. Cet homme infiniment patient, infiniment bon. Et tout ce que je ressentais était du mépris. Sa gentillesse n'était pas une vertu. C'était une faiblesse. Il n'était pas doux. Il était juste sans caractère. Mes mots commencèrent à prendre un ton tranchant et cruel. Je suis rentré, lançait-il en entrant avec un sourire fatigué mais heureux. Peu importe, marmonnai-je sans lever les yeux de la télévision. La poubelle est pleine. Sors là. D'accord. Et j'ai préparé le dîner ce soir. C'est bon? Je prenais une bouchée du plat qu'il avait soigneusement préparé et je repoussais l'assiette. C'est dégoûtant. Pourquoi c'est si fade? J'essayais de cuisiner plus sainement. Est-ce que je t'ai demandé de faire ça? Lançai-je sèchement en jetant la nourriture à la poubelle. Il restait là, le visage défait, et murmurait, je suis désolé. Cette excuse, cette soumission immédiate, m'exaspérait. C'était comme un animal de compagnie dressé. Mon Dieu! Tu es pathétique, disais-je. Et la lueur de blessure dans ses yeux me procurait une étrange et satisfaisante excitation. C'était un sentiment de contrôle, de domination. Je pouvais lui faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Il était utile. Ma violence psychologique s'est intensifiée, passant des mots aux actes. Je lui donnais des ordres pendant ses jours de congé. Je vais au salon de coiffure. J'attends que la maison soit impeccable et que le dîner soit sur la table à mon retour. Il se contentait de hocher la tête. Bien sûr. Chérie. Un soir, il essayait de me parler d'un problème au travail. Je feuilletais un magazine.
l'ignorant complètement. Tu m'écoutes au moins? Demanda-t-il, d'une voix inhabituellement ferme. Je t'ai dit que c'est pour ça que ce n'est pas bien fait. Criai-je. Non pas à lui, mais à une offense imaginaire. Je saisis le magazine et le lui lançai. Il tomba sans bruit à ses pieds. Mais le message était clair. Il se pencha, le ramassa et lissa les pages sans un mot. Son silence était sa reddition. Il ne se défendrait jamais. Il ne partirait jamais. Il était piégé par son propre amour pour moi et pour une fille qu'il croyait être la sienne. Cette conviction me rendit imprudente. Je n'avais pas réalisé que Chloé observait tout cela. Elle voyait la façon dont je lui parlais, la façon dont je le traitais. Et elle apprenait. Maman, dit-elle un soir à table. Un sourire narquois sur son visage d'adolescente de 13 ans. Tu te maquilles beaucoup pour aller travailler maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Demandai-je en riant pour détourner l'attention. Rien, dit-elle, ses yeux brillant d'un air entendu. C'est juste. Tu ne te fais jamais aussi belle pour papa. Un frisson me parcourut l'échine. Mais il fut rapidement remplacé par un sentiment de sombre opportunité. Ma fille ne me jugeait pas. Elle était de mon côté. À ce moment, je regardai le visage intelligent de ma fille puis celui, fatigué et inconscient, de mon mari. Et je sus que j'avais toutes les cartes en main. Je le croyais faible, prévisible et entièrement sous mon contrôle. Je n'avais aucune idée que derrière ses yeux doux et indulgents, quelque chose d'autre prenait racine en silence. Quel ting de froid, de patient et de totalement impitoyable. Le commentaire de Chloé sur mon maquillage m'a trotté dans la tête pendant des jours. Elle ne m'accusait pas. Elle me reconnaissait. C'était un signal subtil. Une poignée de main secrète entre deux femmes qui comprenaient que l'homme de la maison était un obstacle. Pas un partenaire. Avec Chloé maintenant assez grande pour être laissée seule pendant de courtes périodes. Et la monotonie de ma vie se refermant sur moi. La décision de reprendre mon travail de nuit ressemblait moins à un choix qu'à une nécessité. J'avais besoin de respirer à nouveau. La première nuit de retour, j'ai senti un battement nerveux dans mon estomac. Et s'il ne venait plus? S'il était passé à autre chose? La pensée était étonnamment douloureuse. Mais vers 1h du matin, le grondement familier d'un moteur diesel entra sur le parking. Les portes automatiques s'ouvrirent. Et voilà Marc. Exactement le même. Avec ce sourire facile et cette lueur complice dans les yeux. Tiens. Tiens. Qui voilà? Dit-il en s'appuyant sur le comptoir. Je pensais ne plus jamais te revoir. La vie nous rattrape? Dis-je, essayant de paraître désinvolte. Ouais. Je comprends. Les enfants. Le mari. Toute la panoplie de la vie de banlieue. Il me regarda de haut en bas. Et son sourire s'élargit. Mais bon sang. Sophie. La maternité te va bien. Tu es plus belle que jamais. Ce compliment bon marché a atterri exactement comme il le voulait. C'était un baume chaud sur mon ego, qui avait été affamé pendant des années. David me disait que j'étais une bonne mère, une bonne épouse. Il ne me disait plus jamais que j'étais belle. Cette nuit-là, j'étais de retour sur le siège passager de son camion. C'était comme rentrer à la maison. D'une manière étrange et tordue. Ça fait un bail, murmura-t-il, son pouce traçant des cercles sur le dos de ma main. Ça m'a manqué. Moi aussi. Avouai-je. Les mots m'échappant avant que je puisse les retenir. Le mari sait que tu as repris les nuits? Bien sûr. Il pense que je suis une sainte d'aider avec les factures. Marc éclata de rire. Un son profond et rauque.
Il n'a aucune idée de la bête sauvage qu'il a épousée. C'est un homme chanceux. Et un imbécile. Ces mots résonnaient dans ma tête. Un imbécile. C'est ce qu'était David. Un bon travailleur. Un imbécile complètement aveugle à la femme qui dormait à côté de lui chaque nuit. Marc était différent. Il voyait la vraie moi, la femme qui aspirait à l'excitation. Qui ne se contentait pas d'une vie tranquille en banlieue. Être avec lui me semblait être une validation de qui j'étais vraiment. Notre liaison a repris là où elle s'était arrêtée. Mais cette fois, avec moins de secrets et plus de négligence de ma part. Je n'essayais plus autant de cacher l'odeur persistante de son eau de Cologne bon marché ou les textos tardifs. Une partie de moi, je crois, voulait se faire prendre. Je voulais le drame. Mais David ne remarquait rien. Quelques semaines plus tard, Chloé a abordé le sujet. Nous étions dans le salon. Et David était dans le garage en train de réparer quelque chose. Dis. Maman. Dit-elle sans lever les yeux de son téléphone. Ce camionneur? Celui qui vient à la station? C'est ton petit ami? Je me figeai. De quoi tu parles? Elle me regarda enfin. Son expression indéchiffrable. Je vous ai vu dans son camion l'autre soir quand je suis passé t'apporter le déjeuner que tu avais oublié. Vous riez. Tu avais l'air heureuse. Mon esprit s'emballa. Je pouvais nier. Je pouvais me mettre en colère. Mais en regardant dans les yeux de ma fille, je n'ai vu aucun jugement, mais de la curiosité. Une idée, audacieuse et dangereuse, s'est formée dans mon esprit. Je pris une profonde inspiration. Oui, dis-je. Ma voix à peine un murmure. On se voit. Le visage de Chloé s'illumina d'un large sourire complice. Je le savais. Oh mon Dieu. Maman. C'est trop cool. J'étais abasourdie. Cool. Tu trouves ça cool que je trompe ton père? Bah oui. Dit-elle en haussant les épaules. Papa est tellement ennuyeux. Marc a l'air amusant. Il est bien plus beau. En plus. Il a une moto? Je ris. Un son choqué et soulagé. Non. Chérie. Il a un semi-remorque. C'est presque pareil? Gloussa-t-elle. Cette conversation a tout changé. Chloé n'était pas un obstacle potentiel. Elle était une alliée. Ma propre fille était de mon côté. Nous avons commencé à parler de Marc ouvertement quand David n'était pas là. Elle me demandait des histoires? Excitée d'entendre parler de nos rencontres secrètes. Elle est devenue ma confidente? La gardienne de ma liaison. La voir dans le secret a effacé les derniers vestiges de ma culpabilité. C'était comme si nous formions une équipe. Unie contre l'homme ennuyeux et prévisible qui payait nos factures. L'idée du divorce a commencé comme une blague. Mon Dieu. J'aimerais ne pas avoir à rentrer le voir tous les matins. Me suis-je plainte à Chloé un après-midi. Alors ne le fais pas. Dit-elle simplement. Divorce. Ce n'est pas si simple. Ma chérie. Il y a l'argent. La maison. Mais tu aurais de l'argent? Non. Insista-t-elle. Ses yeux vifs et intelligents. Genre. Une pension alimentaire et tout ça? Papa a beaucoup économisé? Non. Il parle toujours de son assurance vie. Ces mots m'ont frappé comme une décharge électrique. Bien sûr. Un divorce. Je pourrais être libre de David. Garder la maison. Recevoir un chèque mensuel. Et peut-être. Juste peut-être. Commencer une nouvelle vie avec quelqu'un comme Marc. Mais il me fallait une raison. David n'avait rien fait de mal.
Aux yeux de la loi, je serai la fautive. J'en ai parlé à Marc un soir, en présentant la chose comme une hypothèse. Tu sais, si je le quittais, il rendrait les choses difficiles. Il est trop du genre gentil garçon. Marc tira une longue bouffée de sa cigarette. Il y a toujours un moyen, dit-il, la fumée s'échappant de ses lèvres. Il suffit d'être plus maligne que lui. Dis qu'il te frappait ou quelque chose comme ça. Violence conjugale. Il croit toujours la femme. La suggestion était laide, choquante et absolument brillante. J'ai présenté l'idée à Chloé comme s'il s'agissait d'un puzzle complexe que nous devions résoudre. Le seul moyen de garantir qu'on ait la maison et assez d'argent pour vivre, c'est s'il est le fautif. Chloé a tout de suite compris. Donc on doit faire comme si c'était un méchant ? Exactement. Ses yeux s'illuminèrent d'un feu malicieux qui reflétait le mien. Ça va être comme dans un film, s'exclama-t-elle. Alors, c'est quoi le plan ? Et c'est ainsi que, dans le calme de notre parfait pavillon de banlieue, ma fille adolescente et moi avons commencé à comploter la destruction systématique de son père. Nous savions qu'il nous fallait des preuves. Les mots ne suffiraient pas. Il nous fallait des enregistrements. Des photos. Quelque chose de concret. Notre première cible était le tempérament de David. Il n'en avait pratiquement pas. Mais nous savions toutes les deux qu'après 2 ou 3 bières, il pouvait s'énerver et hausser la voix. Il n'était jamais méchant ou violent. Juste. Bruyant. C'était un début. Ce soir, dis-je à Chloé, le cœur battant d'un étrange mélange de peur et d'excitation. Je vais me disputer avec lui après qu'il aura bu quelques bières. Toi, tu seras dans ta chambre, avec ton téléphone en train d'enregistrer. Ce soir-là, j'ai été exceptionnellement douce avec David. J'ai préparé son dîner préféré et lui ai ouvert une bière dès qu'il a franchi la porte. Il était si content, si reconnaissant de cette attention. Ouah! Sophie. C'est quoi l'occasion ? Demanda-t-il, rayonnant. Aucune occasion ? Dis-je en souriant gentiment. C'est juste que je t'apprécie. Après sa 3e bière, je suis passé à l'action. J'ai évoqué notre facture de carte de crédit, pointant une petite dépense pour un outil qu'il avait acheté pour un projet dans le garage. Tu avais vraiment besoin de ça, David ? Demandai-je, mon ton passant de doux à accusateur. On est censé économiser. Il parut confus. C'était 20 €. Sophie. J'en avais besoin pour réparer la tondeuse. Ça nous évite de devoir engager quelqu'un. C'est toujours quelque chose. N'est-ce pas ? Insistai-je, ma voix s'élevant. 20 € par-ci. 50 par-là. C'est comme si tu n'avais aucun respect pour le budget que j'essaie de tenir. Ce n'est pas juste, dit-il, sa voix prenant enfin du volume. Je travaille 60 heures par semaine pour cette famille. Je pense que j'ai le droit d'acheter une clé à 20 €. Ne me crie pas dessus, hurlai-je, mettant un faux tremblement dans ma voix. Il se dégonfla immédiatement. Toute la colère disparut, remplacée par ce regard blessé familier. Je ne crie pas. Je suis désolé. Tu as raison. J'aurais dû demander avant. Je suis désolé. Il était comme un chiot battu. Pathétique. Plus tard, Chloé et moi avons écouté l'enregistrement dans sa chambre. Sa voix était légèrement élevée pendant environ 5 secondes avant qu'il ne commence à s'excuser abondamment. Ce n'est pas génial, admit Chloé en se rongeant l'ongle du pouce. Il a juste l'air plaintif. Je sais.
Soupirai-je de frustration. Il est impossible à provoquer. Il est trop faible. On devra faire plus d'efforts la prochaine fois. Maman, dit-elle. La voix déterminée. La prochaine fois. Tu devrais pleurer. Et peut-être. Tu pourrais tomber. Genre. Trébucher sur quelque chose et dire qu'il t'a poussé. Je regardais ma fille. Cette belle et intelligente jeune fille que j'avais créée. Et je ressentis une vague de fierté. C'était une survivante. Elle était comme moi. C'est une idée brillante, dis-je en la serrant fort dans mes bras. Tu es si intelligente. Nous étions dans le même bateau. Et David, dans son monde calme et prévisible, n'avait aucune idée que les deux personnes qu'il aimait le plus au monde aiguisaient leurs couteaux, se préparant pour la trahison finale. Il se croyait en sécurité. Il se croyait aimé. C'était un imbécile. Et nous allions le lui faire payer. L'échec de notre première tentative n'a fait que renforcer notre détermination. Nous devions être plus stratégiques, plus théâtrales. Chloé, avec la créativité détachée d'une réalisatrice, m'a aidé à élaborer le scénario suivant. La clé, c'est de lui faire perdre le contrôle, expliqua-t-elle en dessinant un plan du salon sur une feuille de cahier. Il nous faut un déclencheur. Quelque chose qui compte vraiment pour lui. Nous avons choisi la collection d'oiseaux en porcelaine de Limoges de sa défunte mère. C'étaient des objets poussiéreux et démodés qu'il gardait sur le manteau de la cheminée. Chacun porteur d'un souvenir spécifique pour lui. Il les chérissait. C'était la cible parfaite. Une semaine plus tard, nous avons préparé la scène. J'ai acheté une bouteille de son whisky préféré. Quelque chose que nous gardions habituellement pour les grandes occasions. J'ai attendu qu'il soit détendu, installé sur le canapé avec un verre à la main, regardant un documentaire ennuyeux sur les trains. Chloé était à l'étage, téléphone prêt. J'ai commencé ma performance. J'ai commencé par faire tomber accidentellement l'un des plus petits oiseaux de la cheminée en époussetant. Il s'est brisé sur le foyer. Oh! Non! M'écriai-je. La voix empreinte d'une fausse détresse. David bondit du canapé. Sophie! C'était l'oiseau bleu. Maman l'avait tué en Normandie. Il semblait vraiment avoir le cœur brisé. Ramassant soigneusement les plus gros morceaux. Je suis tellement désolée. Dis-je. Mais mon ton était méprisant. C'est juste un stupide oiseau. David. Je t'en achèterai un nouveau. Tu ne peux pas en acheter un nouveau, dit-il. Sa voix s'élevant avec une nervosité inhabituelle. Tu ne comprends pas. C'était à elle. C'était le moment. J'ai vu l'ouverture. Oh. Je suis désolée. Mes excuses ne te suffisent pas? Mon Dieu. Toi et tes précieuses vieilleries. Cette maison est remplie des vieux trucs de ta mère. J'ai balayé le manteau de la cheminée avec mon bras, en voyant deux autres oiseaux s'écraser au sol. Le bruit de la porcelaine brisée résonna dans la pièce silencieuse. David fixa les morceaux cassés, le visage pâle. Un instant. J'ai cru qu'il allait pleurer. Puis, il me regarda, et ses yeux brillaient d'un feu que je n'avais jamais vu auparavant. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Cria-t-il. C'était un vrai cri cette fois. Brut et plein de douleur. Pourquoi tu as fait ça? J'ai reculé, trébuchant sur le tapis comme prévu. Je me suis laissé tomber. Pas assez fort pour me blesser, mais avec assez de force pour faire un bruit sourd. J'ai saisi mon bras et j'ai éclaté en sanglots. Tu m'as poussé? Ai-je hurlé? Le mensonge ayant un goût de victoire dans ma bouche. Tu m'as poussé? À l'étage?
Je savais que Chloé enregistrait tout. La colère de David s'évanouit en un instant, remplacée par une panique et une confusion pure. Quoi? Je ne t'ai pas touché? Tu es tombée? Sophie. Ça va? Il se précipita vers moi. Les mains tendues. Mais je m'éloignai de lui en rampant, me recroquevillant comme un animal effrayé. Laisse-moi. Tu es un monstre. Il s'arrêta net, le visage un masque de stupéfaction et d'horreur. Il regarda ma terreur feinte, puis les oiseaux brisés, et de nouveau moi. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Mais il savait, instinctivement, qu'il était piégé. Plus tard dans la nuit, Chloé et moi avons examiné les preuves. L'audio était parfait. Son cri initial, le bruit du fracas, mon hurlement et mes accusations. Nous l'avions. Pour la partie visuelle, j'ai pris une poignée de myrtilles du frigo et je les ai écrasées sur mon bras, créant un bleu convaincant et tacheté. Chloé a pris une photo avec son téléphone. Son expression d'un professionnalisme sinistre. Parfait. Maman, dit-elle en admirant son travail. Personne ne douterait de ça. Nous avons sauvegardé les fichiers dans un dossier caché sur mon ordinateur portable. L'étiquetant, assurance. Nous construisions notre dossier, pièce par pièce. À chaque manipulation réussie, notre confiance grandissait, ainsi que notre mépris pour lui. Il était si facile à tromper, si prévisible dans sa décence. C'en était presque risible. J'ai commencé un journal intime. Un vrai journal relié en cuir. J'y ai détaillé une histoire fictive de sa colère croissante. J'ai écrit sur ses sautes d'humeur, son comportement contrôlant et ma peur grandissante pour ma sécurité et celle de Chloé. C'était un chef-d'œuvre de fiction, rempli de dates et d'incidents spécifiques qui n'avaient jamais eu lieu. Je me suis assuré de le laisser dans le tiroir de ma table de chevet. Un endroit où je savais qu'il ne regarderait jamais, mais qu'un avocat pourrait facilement trouver. Alors que je concoctais méticuleusement notre stratégie de sortie, je m'enlisais aussi plus profondément avec Marc. Notre relation avait dépassé les rencontres furtives dans son camion. Il a commencé à parler de l'avenir, de nous. Tu sais, ma fille t'adore, lui dis-je un soir, allongée dans une chambre de motel bon marché. C'est une gamine intelligente, dit-il en se redressant sur un coude. Elle a tout compris. Son vieux est un raté. Elle veut que sa mère soit heureuse. Il marqua une pause, puis me regarda sérieusement. Alors, quand est-ce que tu vas le faire? Quand est-ce que tu vas le quitter? J'y travaille, dis-je. Il faut que ce soit bien fait. Je dois m'assurer que Chloé et moi soyons à l'abri. Bien sûr, acquiesça-t-il. Et tu devrais prendre chaque centime que ce salaud ennuyeux possède. Il te doit bien ça pour avoir gâché les plus belles années de ta vie. L'idée de prendre l'argent de David et de commencer une nouvelle vie avec Marc devint mon obsession. Il ne s'agissait plus seulement d'échapper à un mariage ennuyeux. Il s'agissait de gagner un prix. Les économies durement gagnées de David. Son plan de retraite. La valeur de notre maison, tout était à ma portée. Tout ce que j'avais à faire était de suivre le plan. Chloé et moi sommes devenues plus audacieuses. Nous nous moquions ouvertement de David devant lui, en utilisant des blagues privées et un langage codé qu'il ne pouvait pas comprendre. Maman, tu te souviens de l'incident de l'oiseau cassé? Disait Chloé à table, retenant à peine un fou rire. Je lui lançai un regard qui était à la fois un avertissement et un amusement partagé. Oui. Chérie. Un accident très tragique. David nous regardait, passant de moi à elle.
Un froncement de sourcils confus sur le visage. Sentant la piqûre d'une insulte qu'il ne pouvait pas tout à fait saisir. Il devenait un étranger dans sa propre maison. Un intrus dans sa propre famille. Il devint plus silencieux. Plus renfermé. À l'époque, j'y voyais le signe de sa défaite. Son esprit lentement écrasé sous le poids de ma réalité fabriquée. Je pensais qu'il abandonnait. J'étais une imbécile. Je n'avais aucune idée que son silence n'était pas celui de la reddition. C'était le silence de l'observation. Il regardait. Il écoutait. Et il apprenait. À mon insu, mon plan parfait commençait à s'effilocher dans l'ombre. Mon arrogance m'avait rendue négligente. J'ai laissé mon ordinateur portable ouvert un après-midi. Je le croyais au travail, mais il était rentré plus tôt parce qu'il se sentait malade. Le dossier caché, effrontément nommé « Assurance », était là. Sur le bureau. Je ne saurais jamais avec certitude s'il l'a ouvert ce jour-là. Mais avec le recul, je vois que c'est là que le changement a commencé. Un changement subtil dans la façon dont il me regardait. Ses yeux avaient toujours la même gentillesse. La même patience fatiguée. Mais en dessous, quelque chose d'autre bougeait. Une lueur froide et dure que j'étais trop absorbée par moi-même pour remarquer. Et puis il y a eu le journal. Je pensais que c'était mon coup le plus brillant. Une arme secrète cachée à la vue de tous. Mais David n'était pas du genre à fouiner. Du moins, c'est ce que je pensais. Peut-être m'a-t-il vu écrire dedans. Peut-être que mon comportement l'avait finalement poussé au-delà de ses propres limites morales. Un jour, pendant que j'étais sortie, il l'a lu. Il a lu les pages de mensonges, les fabrications calculées sur son caractère. Il a lu l'entrée où je l'appelais mon pathétique distributeur de billets ambulants. Il a lu les mots où je rêvais d'être avec Marc, de prendre son argent et de recommencer. Il a dû sentir le sol se dérober sous ses pieds. La femme qu'il aimait. La vie qu'il avait construite. Tout n'était qu'un mensonge. Mais il ne m'a pas confronté. Il n'a pas explosé de colère. Il a soigneusement replacé le journal dans le tiroir, l'a fermé et a continué sa soirée comme si de rien n'était. Il a préparé le dîner. Il a demandé à Chloé comment s'était passée sa journée à l'école. Il a souri de son sourire doux et fatigué. Mais l'homme qui s'est couché ce soir-là n'était pas le même que celui qui s'était réveillé ce matin. Le chiot battu avait disparu. À sa place, quelque chose de bien plus dangereux commençait à prendre forme. Il a commencé à faire attention à mon téléphone, que je laissais nonchalamment sur le comptoir de la cuisine pendant que je prenais ma douche. Il a vu les notifications de Marc. J'ai hâte de te voir ce soir. C'est un imbécile. Bébé. Tu mérites mieux. Et le pire de tout. Il a vu les messages entre moi et Chloé. Maman. Le plan est génial. Papa n'a aucune idée. Je sais. C'est presque trop facile. Il ne le verra jamais venir. Chaque message était un clou enfoncé dans le cercueil de l'homme qu'il était. Chaque mensonge était une pierre posée sur les fondations de sa vengeance. Et pendant ce temps, Chloé et moi, ivres de notre propre intelligence, ne voyions rien. Nous étions si occupés à planifier l'acte final de notre petit drame que nous n'avons jamais remarqué que le metteur en scène avait changé. Et que le scénario était en train d'être réécrit en une tragédie où nous étions les méchantes destinées à une chute dévastatrice. La dernière pièce du puzzle, celle qui allait sceller notre sort, était quelque chose que j'avais caché pendant 15 ans. C'était dans une enveloppe scellée au fond d'une boîte de vieux souvenirs à l'arrière de mon placard. Avant la naissance de Chloé. Consumée par un moment de panique et d'incertitude, j'avais secrètement fait un test ADN prénatal. Les résultats avaient confirmé ma plus sombre crainte et mon plus grand secret, David n'était pas son père.
Je n'avais jamais revu ce document. Je l'avais enterré, physiquement et mentalement. C'était une vérité que je ne pouvais supporter d'affronter. Mais d'une manière ou d'une autre, dans sa recherche silencieuse et méthodique de la vérité, David l'a trouvée. Il a trouvé la boîte. Il a ouvert l'enveloppe. Il a lu les mots qui coupaient officiellement et scientifiquement le seul lien qui comptait vraiment pour lui. Le père présumé est exclu en tant que père biologique du fœtus. Je ne peux que l'imaginer debout dans la pénombre du placard, le papier tremblant dans sa main. L'amour pour sa fille, la seule chose pure et inébranlable dans sa vie, était une fraude. Toute sa famille était un mensonge. À cet instant, le David doux et indulgent est mort. Et un étranger froid et calculateur est né à sa place. Un homme qui n'avait désormais plus rien à perdre. L'air dans la maison s'est épaissi de choses non dites. C'était un changement subtil. Une variation de pression atmosphérique que j'aurais dû sentir. Mais j'étais trop prise par les dernières étapes de notre plan. La docilité de David était devenue absolue. Il se déplaçait dans la maison comme un fantôme. Son visage un masque placide qui ne trahissait rien. Il acceptait chaque demande, s'excusait pour des offenses qui n'avaient jamais eu lieu et absorbait ma cruauté croissante avec un calme silencieux et troublant. J'ai pris son silence pour de l'abattement. Je pensais que nous avions enfin brisé son esprit. Chloé et moi étions euphoriques de notre succès. Il ne parle presque plus, me chuchota-t-elle un soir, alors que David faisait silencieusement la vaisselle, le dos tourné vers nous. C'est comme s'il était déjà parti. Tant mieux, lui ai-je répondu à voix basse. Ça rendra la prochaine étape plus facile. La prochaine étape était le grand final. Nous avons décidé qu'il nous fallait une dernière preuve. Indéniable. Une grande confrontation dramatique qui ne laisserait aucun doute dans l'esprit de quiconque que j'étais une victime battue et terrifiée. Le plan était de mettre en scène une dispute bruyante et violente, qui se terminerait par ma fuite de la maison chez un voisin, en criant qu'il m'avait menacée. Pour célébrer notre victoire imminente. Et pour me faire sortir de la maison afin que David ne se méfie pas de moi en train de faire mes valises. Chloé a suggéré un week-end d'escapade. Juste entre filles, dit-elle. Allons à ce parc aquatique couvert à quelques heures d'ici. On peut utiliser la carte de crédit de papa. L'idée était parfaite. C'était comme une répétition générale pour notre nouvelle vie de liberté. J'ai présenté l'idée à David, m'attendant à un sermon sur le budget. Au lieu de cela, il a simplement hoché la tête. Bien sûr, dit-il. La voix plate. Vous méritez une pause. Toutes les deux. Amusez-vous bien. Il m'a tendu sa carte de crédit sans un regard. Son accord facile était un peu étrange. Mais je n'y ai pas prêté attention. Il était probablement juste content de nous voir partir pour quelques jours. Le voyage fut un tourbillon de toboggans aquatiques et de malbouffe. Chloé et moi avons ri et comploté, finalisant les détails de la grande confrontation. Nous nous sentions invincibles. Comme les cerveaux d'un crime parfait. Dès qu'on rentre, dis-je, alors que nous nous prélassions près de la piscine à vagues. On le fait. J'appellerai l'avocat lundi matin. D'ici un mois, on sera libre. Et riche, ajouta Chloé. Une lueur avide dans les yeux qui était le reflet parfait de la mienne. Nous avons parlé de ce que nous ferions avec l'argent. Une nouvelle voiture pour moi. Une virée shopping pour elle. Peut-être de vraies vacances. Quelque part sous les tropiques. Nous concevions un avenir bâti sur des mensonges. Complètement inconsciente que le sol sous nos pieds s'était déjà effondré. Nous avons dépensé l'argent de David avec une folle insouciance. Un dernier acte de défi et de mépris. C'était sa dernière contribution à la famille qu'il pensait avoir.
Sur le chemin du retour, un sentiment de triomphe remplissait la voiture. Nous ne retournions pas seulement à une maison, mais sur la scène de notre dernière performance. Le décor était planté. Le scénario était mémorisé. L'acteur principal, notre victime sans méfiance, attendait. Mais en arrivant dans notre rue, quelque chose clochait. La maison semblait sombre, sans vie. La voiture de David n'était pas dans l'allée. Peut-être qu'il travaille tard, suggéra Chloé. Mais un frisson de malaise me traversa. Je fis glisser la clé dans la serrure. Le déclic résonna d'une manière inédite. Je poussai la porte et entrai. Et le monde bascula. La vue qui nous accueillit était celle de mes pires cauchemars. Celle qui resterait à jamais gravée dans ma mémoire, le vide creux et résonnant d'une maison qui avait été chirurgicalement vidée d'une vie. Le hoquet de Chloé fut un petit son aigu à côté de moi. Nous avons traversé les pièces dans un état second. Nos pas bruyants sur les parquets nus. Tout avait disparu. Pas seulement les meubles et l'électroménager. Les rideaux avaient disparu des fenêtres. Les tapis avaient disparu des sols. Même les ampoules avaient été dévissées de leurs douilles. Ils s'étaient effacés. Et ce faisant, ils nous avaient effacés. Puis nous avons vu la note. Scotchée sur la porte d'entrée. Les 5 mots griffonnés à l'encre noire rageuse m'ont semblé être un coup physique. Je vais ruiner vos vies. Le barrage de mon arrogance s'est finalement rompu. Et un raz-de-marée de terreur pure et froide m'a submergé. Il sait. Murmurai-je. Les mots à peine audibles. Oh mon Dieu. Chloé. Il sait tout. Chloé se mit à pleurer. Sa bravade s'évaporant en gémissements. Qu'est-ce qu'on fait? Maman? Qu'est-ce que ça veut dire? Je cherchais mon téléphone. Mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine composer un numéro. J'ai appelé son numéro. Je suis tombée directement sur un message de ligne déconnecté. J'ai envoyé un SMS. Il a été immédiatement marqué comme non distribuable. Il avait disparu. La panique s'installa. Aiguë et suffocante. Nous étions seuls. Dans une maison vide. Sans argent et nulle part où aller. Mes cartes de crédit étaient tout au maximum après le voyage. Le compte joint. Je le soupçonnais avec un haut le cœur. Était vide. Ma seule option était celle que je redoutais depuis des années, je devais appeler mes parents. Quand nous sommes arrivés chez eux, l'accueil fut glacial. Mon père se tenait sur le seuil. Son visage un nuage de rage. Ma mère se tenait derrière lui. Les yeux rouges et gonflés. Que as-tu fait? Sophie. La voix de mon père était un grognement sourd. Papa. Je peux expliquer. Non. Tu ne peux pas. Me coupa-t-il. David nous a appelés. Il nous a envoyé. Tout. Il a brandi son téléphone. Et j'ai pu voir une photo d'une page de mon journal. Puis il a balayé l'écran. Et il y avait une capture d'écran des textos entre moi et Chloé. Il a balayé à nouveau. C'était une copie du résultat du test ADN. Mon sang se glaça. Il n'était pas seulement parti. Il avait déclaré la guerre. Il avait systématiquement démantelé ma vie. En commençant par le système de soutien que j'avais toujours considéré comme acquis. Comment as-tu pu? Parla enfin ma mère. La voix étranglée par les larmes. Comment as-tu pu être si cruel? Envers lui? Et envers nous? Nous aimions cette fille comme notre propre petite fille. Elle regarda Chloé. Non pas avec amour, mais avec une confusion douloureuse. Comme si elle regardait une étrangère. C'était une erreur? Plaidai-je. Les larmes coulant sur mon visage. Une horrible erreur.
Une erreur? C'est de renverser du café? Dit mon père. Sa voix tremblant de fureur. Ça, c'est une trahison. Tu as comploté pour détruire un homme bon. Tu as élevé un enfant sur un mensonge. Tu n'es pas la fille que j'ai élevée. Il pointa un doigt tremblant vers la rue. Dehors. Je ne veux plus jamais voir ton visage dans ma maison. Papa. S'il te plaît. Suppliai-je en tombant à genoux sur le paillasson. On n'a nulle part où aller. C'est ton problème maintenant? Dit-il. La voix brisée. Tu as fait ton lit. Maintenant? Tu peux t'y coucher. Il nous a fermé la porte au nez. Le clic du verrou fut le son de la fin de mon ancienne vie. Je suis restée sur le seuil avec ma fille en pleurs. Complètement et totalement seule. Le coup suivant est tombé quelques jours plus tard. J'étais recroquevillée avec Chloé dans une chambre de motel bon marché. Du genre qui sent le tabac froid et le désespoir. Quand mon téléphone a sonné. C'était Marc. Qu'est-ce que tu as foutu? Bordel? Hurla-t-il. La voix rauque de panique. Il n'y avait plus de charme séducteur. Juste de la rage pure et brute. Marc? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait virer. Ton mari psychopathe a envoyé un email anonyme à ma boîte. Il leur a envoyé la preuve que je truquais mes carnets de route depuis des années. Un truc que je t'avais dit en confiance. Et ce n'est pas tout. Il a déterré des saloperies sur moi d'il y a 5 ans. Sur des fonds de l'entreprise que j'avais emprunté. Il parle de porter plainte. Ma vie est finie. Sophie. C'est fini. Et tout ça? C'est de ta faute. Il criait maintenant. Incohérent de rage et de peur. Reste loin de moi. Tu m'entends? C'est ton bordel. La ligne a été coupée. J'ai laissé tomber le téléphone sur le fin couvre-lit du motel. Mes mains tremblaient. La vengeance de David n'était pas seulement personnelle. C'était la politique de la terre brûlée. Il ne me quittait pas seulement. Il m'isolait. Coupant toutes les voies de sortie possibles. Brûlant tous les ponts. L'homme gentil, doux et prévisible que j'avais moqué et manipulé avait disparu. À sa place se trouvait un maître stratège. Un ennemi impitoyable qui connaissait tous mes secrets et toutes mes faiblesses. Il avait eu 10 longueurs d'avance sur moi tout le temps. Attendant patiemment que je tombe dans le piège qu'il avait si soigneusement préparé. Et je l'avais fait. En sautillant jusqu'au bout. Le coup de grâce, formel, est arrivé sous la forme d'une épaisse enveloppe Kraft livrée par un coursier. Elle provenait d'un cabinet d'avocats. À l'intérieur, une lettre détaillait les exigences de David. C'était clinique, brutal et d'une portée à couper le souffle. Il nous poursuivait. Marc et moi. Pour infidélité et détresse émotionnelle. Mais ce n'était que le début. La vraie dévastation se trouvait dans la deuxième partie de la plainte. Il me poursuivait pour 15 ans de fraude à la pension alimentaire. La lettre calculait chaque euro qu'il avait dépensé pour Chloé, la crèche, les fournitures scolaires, les vêtements, la nourriture, l'appareil dentaire, les colonies de vacances. Tout. C'était une comptabilité méticuleuse de l'amour d'un père, réutilisée comme une arme de ruine financière. Le montant total, indiquait la lettre, s'élevait à des millions. J'ai lu le chiffre. Et le monde est devenu gris sur les bords. C'était une somme impossible. Une dette que je ne pourrais jamais rembourser en 100 vies. Il ne s'agissait pas de l'argent. Il savait que je ne l'avais pas. Il s'agissait de la punition. Il me condamnait à une vie de pauvreté et de lutte. Il prenait mon avenir. Tout comme j'avais essayé de prendre le sien.
Mon plan parfait avait échoué de la manière la plus spectaculaire qui soit. Je n'avais pas seulement perdu. J'avais été anéanti. Le bureau de l'avocate était froid et impersonnel. Tout en verre et en acier brossé. Un lieu conçu pour dépouiller les émotions et ne garder que les faits et les chiffres. Chloé était assise à côté de moi. Sa jambe s'agitant nerveusement. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis des jours. Un silence maussade et craintif remplaçant son bavardage d'adolescente. De l'autre côté de la longue table polie, Marc était déjà assis. Il avait l'air hagard, le visage pâle et mal rasé. Il refusait même de me regarder. Le camionneur arrogant et charmant avait disparu, remplacé par un homme acculé et désespéré. Nous n'étions pas là pour voir David. Nous rencontrions son avocate, une femme d'âge mûr et vive, nommée Maître Dubois, dont le tailleur sévère et le comportement glacial indiquaient clairement qu'elle n'était pas là pour négocier. Elle était là pour rendre un verdict. Elle posa une série de dossiers sur la table. Ses mouvements précis et économiques. Commençons, dit-elle. Sa voix dénuée de toute chaleur. Comme vous le savez d'après la lettre que vous avez reçue. Mon client. Monsieur David Miller demande le divorce de Madame Miller pour adultère. Il intente également une action civile contre vous deux pour infliction de détresse émotionnelle. Elle marqua une pause, laissant le poids des mots s'installer dans l'air stérile. Pour l'infidélité et les dommages émotionnels prolongés. Mon client demande 200 000 € de dommages et intérêts. À chacun de vous. Marc émit un son étranglé et guttural. 200 000 ? Vous êtes folle ? Je viens de perdre mon travail. Je n'ai pas 200 centimes. Maître Dubois le foudroya d'un regard qui aurait pu geler le feu. Votre situation financière est la conséquence de vos propres actions ? Monsieur Johnson ? Tant dans votre vie professionnelle que personnelle. Mon client a simplement mis certains faits en lumière. Elle tourna son regard vers moi. J'avais la bouche sèche. Je ne pouvais pas articuler un seul mot. 200 000 € semblait un chiffre fantastique. Aussi inaccessible qu'1 milliard. Cependant, poursuivit-elle en joignant les doigts, ce n'est que la question secondaire. La question principale, Madame Miller, concerne les 15 années de fraude que vous avez perpétrées contre mon client. Elle fit glisser un document sur la table. C'était une copie du test ADN. Chloé tressaillit à côté de moi comme si elle avait été frappée. Mon client a élevé un enfant qu'il croyait être le sien. Il l'a aimé. A subvenu à ses besoins et a investi tout son avenir émotionnel et financier dans son bien-être. Cette tromperie est une blessure dont il ne se remettra peut-être jamais. Par conséquent, il demande le remboursement intégral de toutes les dépenses liées à l'éducation de l'enfant. Elle fit glisser un autre document, beaucoup plus épais, sur la table. C'était un classeur, rempli de feuilles de calcul et de reçus. Nous avons calculé le total à 1 800 000 €. Le chiffre flotta dans l'air, immense et suffocant. Marc resta bouche bée. Chloé se mit à pleurer. Des sanglots silencieux et saccadés. C'est impossible. Balbutiai-je. Je suis mère au foyer. Je n'ai aucun bien. Je n'ai rien. Ce n'est pas le problème de mon client, dit sèchement Maître Dubois. Le tribunal déterminera un plan de paiement. Votre salaire sera saisi pour le reste de votre vie active. Tout bien que vous acquérez sera grevé d'une hypothèque. Mon client n'est pas intéressé par l'argent lui-même. Il est intéressé par la justice. Il veut que vous ressentiez, pour le reste de votre vie, une fraction du poids de la trahison qu'il ressent maintenant. Un bruit étranglé sortit de Marc. Il pointait un doigt tremblant vers Chloé. Attendez une minute. S'il n'est pas le père.
et que j'étais avec elle à l'époque. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Oh. Non. Pas question. Maître Dubois lui adressa un sourire mince et cruel. Oui. Monsieur Johnson. La chronologie suggère que vous êtes le père biologique probable. Un test de paternité ordonné par le tribunal le confirmera. Bien sûr. À ce moment-là, vous serez légalement responsable du soutien financier futur de mademoiselle Miller. Non. Marc bondit sur ses pieds, renversant sa chaise avec un grand bruit. Ce n'était pas le marché. C'était juste une aventure. Un peu de plaisir. Je ne veux pas d'enfant. Je ne vais pas payer pour l'erreur de quelqu'un d'autre. Asseyez-vous. Monsieur Johnson, ordonna l'avocate. Mais il n'écoutait pas. Il me fixait maintenant, le visage déformé par un mélange de rage et de terreur. C'est toi qui as fait ça. Tu m'as piégé. Tout est de ta faute. Chloé, qui pleurait en silence, craqua enfin. Sa tête se redressa brusquement. Son visage strié de larmes et de mascara. Elle regarda le visage paniqué de Marc, puis le mien, et son expression se durcit en une haine pure et sans mélange. Toute ma vie est un mensonge, murmura-t-elle, sa voix tremblant d'une fureur qui m'effraya plus que tout ce qui s'était passé. Elle se leva. Sa petite silhouette rigide. Mon père. Mon vrai père. N'est pas mon père. Et mon autre père. Elle fit un geste sauvage vers Marc. Est un minable pathétique qui ne veut pas de moi. Elle se tourna alors vers moi. Et le regard dans ses yeux brisa la dernière parcelle de mon cœur. Il n'y avait ni amour, ni sympathie. Seulement un puissant fond de mépris. Et toi? Cracha-t-elle. Sa voix dégoulinant de venin. C'est toi qui as fait ça. Tu as menti à tout le monde. Tu as menti à papa. Tu m'as menti. Tu as tout gâché parce que tu t'ennuyais. Chloé. Ma chérie. Je suis tellement désolée. Commençai-je en tendant la main vers elle. Elle la retira brusquement. Ne me touche pas. Tu crois que je voulais ça? Tu crois que c'était un jeu amusant? Je voulais juste m'éloigner de ce papa ennuyeux. Je ne voulais pas découvrir que toute ma vie était fausse. Elle laissa échapper un rire sauvage et hystérique qui ressemblait à un sanglot. Tu sais quoi? C'est ton bordel. C'est à toi de payer. Je me fiche de ce qui t'arrive. Elle se retourna et sortit de la pièce en courant. Ses pas résonnant dans le couloir de marbre. J'ai essayé de me lever. De la suivre. Mais mes jambes ne me portaient plus. Je me suis effondrée sur ma chaise. Le son des mots de ma fille résonnant dans mes oreilles. C'est ton bordel. C'est à toi de payer. Marc continuait de fulminer, arpentant la pièce comme un animal en cage. Je vais prendre un avocat. C'est un piège. C'est une folle. Une manipulatrice. Je vous conseille de vous taire. Monsieur Johnson? Dit Maître Dubois. Sa voix coupant court à sa tirade. Chaque mot que vous prononcez peut être et sera noté. Il s'affaissa finalement sur sa chaise. Le visage dans les mains. Je suis restée assise là. Engourdie. Le silence dans la pièce était assourdissant. En l'espace de 30 minutes, j'avais perdu mon mari, ma maison, mes parents, ma fille, mon amant et mon avenir. Il ne me restait rien. David avait gagné. Sa vengeance n'était pas une explosion bruyante et flamboyante. C'était une démolition froide, silencieuse et complète. Il n'avait pas seulement ruiné ma vie. Il avait systématiquement démantelé la personne que j'étais, ne laissant qu'une coquille vide de regrets et de dettes.
Nous sommes prêts à être généreux sur un point, dit Maître Dubois, ramenant mon attention. Ma tête était lourde, remplie de coton. Mon client ne portera pas plainte pour le complot visant à fabriquer des preuves de violence conjugale. Il considère que la dévastation financière et émotionnelle que vous êtes sur le point de subir est une punition suffisante. Elle rassembla ses dossiers. Un geste de finalité. Vous recevrez les papiers officiels d'ici la fin de la semaine. Je vous suggère de trouver tous les deux une représentation légale. Bien que, en toute honnêteté, je ne pense pas que cela fera une grande différence. Elle se leva et se dirigea vers la porte, s'arrêtant la main sur la poignée. Mon client voulait que je vous transmette un message. Madame Miller. Elle se tourna pour me regarder. Et pour la première fois, je vis une lueur de ce qui aurait pu être de la pitié dans ses yeux. Cela ne fit qu'empirer les choses. Il a dit de vous dire qu'il espère que vous trouverez la passion que vous cherchiez. La porte se referma derrière elle avec un déclic, me laissant seule avec Marc dans le silence suffocant de notre ruine partagée. Des années ont passé. Pas assez pour guérir quoi que ce soit. Mais juste assez pour transformer les arêtes vives du choc initial en une douleur sourde et permanente. Ma vie se mesure désormais en horaires de bus et en changement d'équipe. Je vis dans un petit appartement au 3e étage d'un immeuble délabré de l'autre côté de la région. Les murs sont fins. Le robinet goutte. Et les fenêtres donnent sur un paysage de murs de briques et d'escaliers de secours. Cette boîte exiguë et grise est mon univers. Le spacieux pavillon de banlieue me semble être un rêve que j'ai fait il y a longtemps. J'ai 2 emplois. De 7 heures du matin à 3 heures de l'après-midi. Je suis agent d'entretien pour une société de nettoyage commercial. Je récure des toilettes et lave des sols dans des immeubles de bureaux anonymes. Un fantôme en uniforme bleu que personne ne regarde jamais 2 fois. De 5 heures du soir à minuit. Je travaille à la chaîne dans une usine agroalimentaire, emballant des plats surgelés dans des boîtes en carton. Le travail est abrutissant. Le bruit des machines est un vacarme constant. Et le froid du congélateur s'infiltre dans mes os. Mais l'épuisement physique n'est rien comparé au poids que je porte dans mon âme. Chaque salaire que je reçois est déjà engagé. Une part énorme est saisie avant même que je le voie. Envoyé à un compte géré par une agence de recouvrement pour rembourser la dette impossible que je dois à David. Le reste couvre à peine le loyer, les charges et des courses maigres. Il n'y a pas de luxe. Pas de sortie. Pas de nouveaux vêtements. Pas de petit confort. Ma vie est une équation mathématique de survie. Et je suis toujours à une dépense imprévue du zéro. C'est ça. La passion que je cherchais. C'est le « quelque chose de plus » auquel j'aspirais. L'ironie est si amère qu'elle me donne envie de rire. Mais je n'ai plus l'énergie pour ça depuis des années. Chloé vit avec moi. C'est une jeune femme maintenant. Mais la lumière dans ses yeux s'est éteinte dans ce bureau d'avocat. Elle a fini le lycée. Mais ses rêves d'université se sont évaporés avec les économies de David. Elle travaille comme caissière dans un supermarché discount. Son visage figé dans une expression permanente de ressentiment lasse. Nous sommes comme 2 fantômes hantant le même petit espace. Nous nous déplaçons l'une autour de l'autre. Nos conversations se limitant aux nécessités logistiques. Je pars au travail. Il y a des restes de pâtes dans le frigo. Le loyer est du vendredi. Il n'y a ni chaleur, ni affection. Le lien que nous avions forgé en tant que co-conspiratrices était une chose toxique. Et quand il s'est brisé, il a détruit notre véritable relation au-delà de toute réparation. Parfois, je la vois regarder par la fenêtre, et je me demande à quoi elle pense. Pense-t-elle parfois à David? Me déteste-t-elle autant aujourd'hui qu'à ce moment-là? J'ai trop peur de demander. Son silence est une accusation constante et hurlante. Chaque fois que je la regarde,
Que je vois l'affaissement las de ses épaules et la torsion cynique de sa bouche. Je vois le véritable prix de ma trahison. Je n'ai pas seulement ruiné ma vie. J'ai volé la sienne. Un soir, je suis rentrée de l'usine, le corps endolori et les mains à vif à cause du froid. Chloé était assise à notre petite table de cuisine branlante, fixant un courrier. C'était une lettre d'une université locale, un dossier d'admission que je savais qu'elle avait demandé en ligne. L'espoir, un sentiment dangereux et inhabituel, a vacillé dans ma poitrine. Tu as été accepté? Ai-je demandé? La voix douce. Elle ne m'a pas regardé. Elle a simplement poussé le dossier sur la table. À quoi bon? Même si j'étais prise. Comment on paierait? Il prendrait l'argent du prêt pour ta dette? Non. On pourrait trouver une solution? Dis-je. Les mots sonnant creux même à mes propres oreilles. Je pourrais prendre plus d'heures. Elle me regarda enfin. Et ses yeux étaient vieux et fatigués. Plus d'heures? Maman. Tu as déjà l'air sur le point de t'effondrer. Pour que tu puisses te tuer au travail pour une dette qu'on ne pourra jamais rembourser? Pour une vie que je n'étais même pas censée avoir? Elle eut un rire court et sec. Laisse tomber. C'était une idée stupide. Elle froissa la lettre et la brochure brillante en une boule et la jeta dans la poubelle qui débordait. Puis elle se leva et alla dans sa chambre, fermant la porte derrière elle sans un autre mot. Je suis restée au milieu de la cuisine, entourée de l'odeur de désinfectant bon marché et de nouilles au micro-ondes, et j'ai ressenti le poids total et écrasant de mon échec. J'avais condamné ma fille à une peine à perpétuité. Tout comme moi. Le passé est un pays que je ne peux plus visiter. Tout souvenir heureux que j'essaie de me remémorer est souillé, empoisonné par la connaissance des mensonges qui se cachaient en dessous. Je me souviens de la fête du 5e anniversaire de Chloé. David faisant griller des saucisses dans le jardin. Son visage rayonnant de fierté. C'était une journée parfaite et ensoleillée. Mais maintenant, quand je m'en souviens, tout ce que je vois, c'est le mensonge. Il célébrait une fille qui n'était pas la sienne, avec une femme qui rêvait déjà de s'échapper. Le souvenir n'apporte aucun réconfort, seulement de la douleur. J'entends parfois des choses, par le biais de vieilles connaissances à qui je ne parle plus. Marc, j'ai entendu dire, ne s'en est jamais remis. Après le procès et les poursuites pénales pour détournement de fonds, il a tout perdu. Aux dernières nouvelles, c'était un vagabond, faisant des petits boulots ici et là, dormant dans sa voiture quand il en avait une. Lui aussi était un fantôme. Une victime d'une guerre qu'il avait été trop stupide pour comprendre qu'il menait. Je n'ai rien ressenti en l'apprenant. Ni pitié, ni satisfaction. Il n'était qu'une partie de plus des décombres que j'avais créés. Mais c'est à David que je pense le plus. Au cœur de la nuit quand je ne peux pas dormir. Je ne pense plus à lui avec colère. Je pense à lui avec une sorte d'admiration terrifiante. J'avais pris sa douceur pour de la faiblesse. J'avais pris sa patience pour de la passivité. Mais j'avais tort. Son amour avait été un océan profond et puissant, et ma trahison l'avait transformé en un glacier lent, silencieux et implacable, avec le pouvoir de réduire les montagnes en poussière. Il n'a jamais voulu l'argent. Je le sais maintenant. Il voulait que je comprenne ce que j'avais jeté. Il voulait que je vive, chaque jour, avec les conséquences de mes choix. Il voulait que je fasse l'expérience d'une vie véritablement dépourvue de confort, de beauté, de joie. Une vie bien plus ennuyeuse et vide que celle que j'avais si désespérément essayé de fuir. Et en cela, sa vengeance a été un succès total et complet. Je vis dans la prison que je me suis construite.
Chaque matin, je me réveille dans cette petite chambre grise. Et pendant une seconde fugace, j'oublie. Puis la réalité s'abat à nouveau. Et je me souviens que c'est ça. C'est ma vie maintenant. Il n'y a pas d'évasion. Il n'y a pas de libération conditionnelle. Il n'y a que la longue et lente marche des jours. Chacun témoignant du prix d'un cœur ennuyé et avide. Un soir, lors du long trajet en bus pour rentrer du travail de nettoyage, je me suis surprise à regarder mon propre reflet dans la vitre sale. La femme qui me regardait était une étrangère. Son visage était mince et gravé de fines lignes d'épuisement. Ses yeux, autrefois vifs et agités, étaient maintenant ternes et vides. C'était le visage d'une femme qui avait perdu une guerre dont elle ne savait même pas qu'elle y participait. Le bus s'arrêta brusquement. Et un homme et sa fille adolescente montèrent. Ils riaient de quelque chose. Leurs têtes rapprochées. Il passa son bras autour de ses épaules dans un geste d'affection désinvolte et facile. Elle appuya sa tête contre sa poitrine, gloussant encore. Ils avaient l'air si normaux. Si heureux. C'était un moment simple et anodin dans la vie de deux étrangers. Mais pour moi, ce fut comme un coup physique. Un souvenir. Vif et douloureux. Perça le brouillard de mon épuisement. C'était Chloé. Peut-être âgée de 7 ou 8 ans. Sur les épaules de David alors que nous nous promenions à la fête foraine. Son rire avait été un son clair et magnifique. Et le visage de David, la regardant, était une image parfaite de l'amour paternel. Nous avions ça. Nous avions cette même affection facile. Ce bonheur simple et sans complications. C'était le tissu même de nos vies. Et je l'avais regardé, jour après jour, n'y voyant qu'une cage. Comment avais-je pu être si aveugle? À cet instant, en regardant ces étrangers dans le bus, j'ai enfin compris David. Je l'avais traité de faible, d'ennuyeux, de prévisible. J'avais tort. Il n'était pas faible. Il était ancré. C'était un homme enraciné dans son amour pour sa famille. Dans son sens du devoir et de l'honneur. Mon chaos. Mon agitation. Mes désirs égoïstes c'était un ouragan. Et je m'attendais à ce qu'il soit emporté. Mais il était une montagne. Pas une feuille. Ma tempête ne pouvait pas le déplacer. Elle ne pouvait que se briser contre lui. Et quand la tempête est passée, il était toujours debout. Tandis que j'étais laissé en morceaux. Sa vengeance n'est pas née de la haine. Je le vois maintenant. Elle est née d'une douleur profonde et inimaginable. C'était la réponse calculée d'un homme dont le monde entier s'était révélé être un mensonge. Il ne voulait pas seulement me punir. Il voulait m'apprendre. Il voulait que je comprenne la valeur de ce que j'avais en me forçant à vivre sans. Il n'a pas détruit ma vie. Il a simplement tendu un miroir et m'a forcé à regarder les ruines que j'avais créées toute seule. Quand je suis enfin rentrée à l'appartement, une odeur de pain grillé brûlé flottait dans l'air. Chloé était à table, grattant un morceau de pain noirci dans la poubelle. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entrée. Le grille-pain est encore cassé? Dit-elle. La voix plate. J'essaierai de regarder ça ce week-end? Répondis-je en posant mon sac usé sur le comptoir. Nous sommes restés en silence un moment. Le seul son était le goutte à goutte du robinet de la cuisine. Un rythme lent et régulier comme une horloge égrenant les secondes de nos vies misérables. J'ai vu quelque chose aujourd'hui. Dit-elle soudainement. Toujours le dos tourné. Au magasin. Un homme est entré avec sa fille. Elle avait à peu près mon âge. Il lui achetait un gâteau pour son anniversaire. Un grand. Avec un glaçage rose. Je retins mon souffle. Il était si fier d'elle. Continua Chloé.
Sa voix à peine un murmure. Il n'arrêtait pas de l'appeler « ma chérie » et de dire à la caissière que sa fille allait devenir médecin. C'était juste un type normal. Un peu en surpoids. Portant un t-shirt taché. Il ressemblait beaucoup à papa. Elle se retourna alors. Et son visage était un masque vide. Mais ses yeux brillaient de larmes non versées. Tu penses à lui? Parfois. Tous les jours. Admis-je. La voix étranglée. Tu penses qu'il est heureux? Demanda-t-elle. Ce n'était pas une accusation. C'était une question sincère? Remplie du désir d'un enfant pour une réalité qui ne pourrait jamais exister. Je l'espère. Dis-je. Et je le pensais. J'espérais qu'il avait trouvé la paix. J'espérais qu'il s'était construit une nouvelle vie. Une vraie. Qui n'était pas infectée par mes mensonges. Il le méritait. Chloé hocha lentement la tête. Comme si elle acceptait une vérité difficile. Je pense à m'engager. Dit-elle. Sa voix retrouvant sa qualité plate et sans ton. Les mots m'ont frappé plus fort que n'importe quel cri ou insulte n'aurait pu le faire. Quoi? Dans l'armée? Pourquoi? Elle haussa les épaules, se retournant vers l'évier pour rincer son assiette. Pourquoi pas? C'est un travail. Ils te nourrissent. Ils te logent. C'est un moyen de sortir d'eux. Ça. Elle fit un geste vague vers le minuscule et sinistre appartement. Un moyen de sortir d'une vie avec moi. C'était le seul avenir qu'elle pouvait imaginer pour elle-même, une évasion. Je lui avais donné si peu d'espoir que la vie rigide et dangereuse d'un soldat semblait une meilleure option que de rester ici. Chloé. Non. Plaidai-je. On peut. On peut améliorer les choses. Il y a d'autres options. Comme quoi? Rétorqua-t-elle. Sa voix se brisant enfin d'émotion. Comme travailler au supermarché pour le reste de ma vie? Comme te regarder rentrer tous les soirs en ressemblant à un fantôme? Quelles autres options y a-t-il pour des gens comme nous? Maman? On n'est pas la famille avec le gâteau d'anniversaire. On est celle avec le grille-pain cassé. Elle passa devant moi et entra dans sa chambre, fermant doucement la porte derrière elle. Le déclic fut aussi final qu'un coup de marteau de juge. Je suis restée seule dans la cuisine, le silence m'oppressant. Elle avait raison. J'avais tout cassé. Pas seulement le grille-pain, mais notre famille, notre avenir, nos identités mêmes. Et certaines choses ne peuvent pas être réparées. Ma punition n'a jamais été l'argent, la dette ou les 2 emplois épuisants. Ce n'était pas l'appartement miteux ou la solitude douloureuse. La véritable punition? Celle que je porterai avec moi jusqu'à mon dernier souffle. Elle a connaissance dans les yeux de ma fille. C'est le fantôme de la vie qu'elle aurait dû avoir, du père qu'elle aurait dû connaître, et de l'avenir que je lui ai volé. Ce sont les moments calmes au cœur de la nuit où je me souviens de la chaleur d'une vie simple et ennuyeuse avec un homme bon. Une vie que j'avais dans la paume de ma main. Une vie que j'ai jetée pour une excitation bon marché. J'ai cru un jour que cette vie était une prison. Mais j'avais tort. C'était un sanctuaire. Et c'est moi qui l'ai réduit en cendres. Maintenant, je vis dans les cendres. Pour toujours.